Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. La vallée de l'Ouémé, un potentiel agricole inexploité au Bénin, sa superficie de près de 1000 km² attend de véritables projets agricoles en dépit du paillavo qui fait son petit bonhomme de chemin. On en parle dans ce journal. Du matériel roulant pour la centrale d'achat des médicaments, c'est un renfort du Fonds mondial pour l'efficacité des activités de la CAME. À suivre le reportage dans cette édition. Nicolas Sarkozy, rattrapé par ses comptes de campagne de 2012, l'ancien président français sera renvoyé en procès devant le tribunal correctionnel. Bienvenue, si vous nous rejoignez, le niveau du mercure monte à la mairie de Diougou après la motion de destitution déposée contre le maire Alassane Zoumarou. Le collectif des conseillers dissidents était face à la presse. L'objectif de la démarche des 13 élus communaux est d'apporter des clarifications sur les faits reprochés à la première autorité communale. Suivez la substance de leur conférence de presse au micro de Abdoulaye Idrissou et Ousmane Baparapi. Les différents points qui constituent des achoppements entre nous et le maire, nous les avons portés à la connaissance du préfet et nous voulons aussi les porter à votre connaissance. Le premier point est relatif aux questions de passation de marché. Le maire Alassane Zoumarou ne respecte aucune orthodoxie dans la passation des marchés. En dehors de ça, nous avons aussi des problèmes dans la gestion des valeurs inactives. Il s'agit de levée illégale de taxes pour la poche du maire. Il circule des tickets parallèles non ponctionnés par le receveur-percepteur. En dehors de ça, le maire ne respecte pas les décisions du conseil communal. Nous estimons que nous avons fait ce qui est de notre devoir. Il revient au préfet, aux institutions de la République de prendre leurs responsabilités suivant ce que la loi prescrit. On marque un arrêt à l'ORTB. L'état des caisses de l'ORTB ne permet pas de payer les salaires à l'indice réel tel que le revendique le syndicat des travailleurs de l'Office. Ainsi s'est exprimé le directeur général ce matin lors de la rencontre du comité de direction avec les responsables syndicaux. Plus de précisions avec Huguette Ondelo. C'est pour échanger avec le bureau du syndicat suite à la lettre d'avertissement adressée à la direction générale que le comité de direction de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin a initié cette rencontre. Le directeur général reconnaît la pertinence des revendications, mais il dit ne pas disposer de moyens pour les satisfaire. N'ayant pas les ressources en ce moment-ci, il ne nous est pas possible de payer à compter de fin février, comme vous l'exigez, les salaires réels. Nous avons besoin de vous et ensemble, nous allons négocier avec le pourvoyeur de ressources qu'est l'État pour pouvoir satisfaire à cette revendication. Vous le savez également, chers amis syndicalistes, avec toute la considération qui vous est due, vous le savez que sur nos ressources propres, nous ne pouvons rien pour l'instant. Je vous invite donc encore à un bout de patience. Nous devons travailler ensemble, nous devons convaincre l'employeur
l'État de la justesse de cette revendication et œuvrer ensemble pour obtenir les compléments qu'il faut pour faire face à cette situation. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'ORTB ne démord pas. Bernard Bonou rappelle au comité de direction la mission que le personnel lui a assignée lors de la dernière Assemblée générale. Ce qu'ils nous ont demandé, c'est ça. Nous avons traduit à travers une motion d'avertissement pour demander le salaire lié aux avancements de 2010 à 2015, au plus tard fin février 2017, avec le rappel du mois de janvier 2017. Aujourd'hui, vous et les autres camarades, les autres membres du bureau, vous savez que l'employeur ne nous a pas encore donné. Nous, on a fait notre démarche de vous rencontrer, de vous parler du fond de notre cœur. L'ORTB est notre cause commune, a conclu le directeur général en rassurant une fois de plus le secrétaire général et le bureau du Centra ORTB que le travail doit être fait ensemble pour le rayonnement de l'office. Et on prend la direction de la vallée de l'Ouémé, qui est une région au sud du Bénin d'une superficie de près de 1000 km². Sa mise en valeur peine depuis des siècles à prendre donc cependant le projet d'appui aux infrastructures agricoles de la vallée de l'Ouémé Payavo démarré donc il y a 2 ans environ, fait son petit bonhomme de chemin dans la mise en valeur partielle de cette vallée. Nous vous proposons ce magazine réalisé par Jérôme Hongbo et Alexis Seguemon. Regardez. Située dans un environnement pittoresque et verdoyant au sud du Bénin, la vallée de l'Ouémé est une terre très fertile le long du fleuve Ouémé. Elle compte plus de 200 000 habitants répartis dans 4 communes, Adjoum, Les Agégués, Bonou et Dangbo. Depuis février 2015, le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé, Payavo, a amorcé une mise en valeur partielle de son potentiel. 3 filières sont prises en compte, le maïs, le riz et la culture maraîchère. Il est question de s'impliquer avec les différents acteurs dans un schéma d'organisation, les activités en amont donc, de la filière, accompagner donc les acteurs pendant la production et jusqu'à l'aspect donc, de transformation, de mise en marché de l'ensemble des produits principaux et des produits dérivés. Ainsi, plusieurs travaux sont en cours de réalisation. Commune de Dangbo, magasin de stockage de 100 tonnes, plus une aire de séchage de 100 mètres carrés. Réhabilitation de la digue-piste Tover-Retinsota, longue de 3,5 km et l'embarcadère, puis ce centre de traitement des semences. Ce centre est composé d'un laboratoire, il y a un magasin de stockage, une aire de séchage et un hangar pour les ouvriers qui vont trier. Nous sommes ici sur le site de l'ex-Société nationale d'irrigation et d'aménagement hydro-agricole, SONIA, qui n'a laissé aucune trace. Ce projet entend aménager 125 hectares. Je suis conscient que d'ici là, on aura de bonnes choses et nos activités vont réellement démarrer. Comment faire pour que ces 125 hectares soient bien aménagés et exploités? Cité lacustre des Agégués. Les maraîchers, ici, bénéficient de l'accroissement de leur production grâce au système de surélévation des planches. Dès les premières pluies, l'eau monte à un certain niveau qui ne permet pas le développement des cultures. Et pour remédier à cela, c'est pour ça qu'on a réalisé les planches surélevées afin de permettre aux cultures de se développer sur une longue période. Commune d'Adjoum, village Gogbo. Sur ce site de production de riz, la coopérative Tohamé est bénéficiaire de l'aménagement gravitaire de 15 hectares en haute intensité de main-d'œuvre IMO. Cette coopérative a pu produire sur les 15 hectares et même au-delà grâce à l'aménagement. Donc il y a déjà 2 saisons de culture qui sont passées, mais là présentement vous voyez encore du riz. Selon les autorités locales, l'on ne saurait comparer les travaux réalisés par Payavo à ceux des projets et programmes précédents. Vraiment, je vous avoue, premièrement, on ne s'attendait pas. Lorsqu'on nous parle de Payavo, on disait que ça traîne, mais ça a pris effectivement. Donc c'est un bon projet qu'on doit féliciter, qu'on doit soutenir. Ce n'est pas comme les autres projets qu'on avait connus, mais dont aujourd'hui on ne peut plus montrer les traces.
Ça disparaît quelques crues plus tard. Mais avec Payavo et les formes d'aménagement qui sont en train d'être projetées, ça va être vraiment des exemples de développement. Ce projet de développement coûte 37 milliards de francs CFA, dont 34 milliards financés par la Banque africaine de développement. Le Payavo est un sous-secteur du programme d'action du gouvernement. Les actions qui sont inscrites dans le PAG comprennent aussi bien ce que le Payavo est en train de faire que de nouvelles actions qui ont été identifiées pour, disons, lancer globalement la valorisation de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. À l'horizon 2021, le programme d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé Payavo entend impacter le pays ouémé dans les filières maïs, riz et cultures maraîchères. La pratique est décriée et dénoncée, mais elle continue de faire des victimes dans nos différentes localités. Il s'agit de l'excision, un fléau qui touche au Bénin. Et quel est l'état des lieux et quelles solutions pour enrayer le mal? L'élément de réponse donc dans ce reportage de William Tchoki. Les dernières statistiques en date de 2014 sont effarantes. Plus de 9000 cas de filles de 5 à 14 ans ont subi l'ablation de leur appareil génital, dont 4382 cas en milieu urbain. La mutilation génitale, malgré l'existence des tests réprimant la pratique, est plus que présente dans nos différentes localités. Mais le drame, c'est que c'est quelque chose qui se fait en famille. Et il faut que les membres de la famille acceptent de dénoncer. La loi a prévu la sanction, c'est de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 francs à 2 millions de francs CFA lorsque c'est une adulte qui a été excisée. Mais lorsque c'est un enfant qui a été excisé, la loi a prévu un enfant, c'est-à-dire mineur de moins de 18 ans. La loi a prévu une peine de 3 ans d'emprisonnement à 5 ans et une amende de 3 millions de francs. En tête de peloton des régions où le fléau continue de faire ravage, les départements du Borgou et de la Liborie et aussi le plateau. Nous avons des tests, mais des tests qui ne sont pas connus par la population béninoise. Ces tests-là, à un moment donné, on a essayé de porter ça à la connaissance de la population, mais depuis un certain temps, vous voyez, c'est un test qui a été, c'est un test de 2003. Ça fait 13 ans aujourd'hui. Ceux qui ont été sensibilisés en 2003, 2004, 2005 aujourd'hui, ils vont se dire, bon, l'État ne dit plus rien, mais je crois que je peux reprendre. L'excision ou la mutilation génitale féminine a d'énormes conséquences sur ses victimes. On dénombre souvent de nombreuses pertes en vie humaine, surtout dans le rang des petites filles. Nous avons vu des enfants en train de crier, on leur prend les bras, les pieds, quelqu'un est là qui leur arrache une partie de leur en pleurs. Et ces enfants sont traumatisés. Donc il n'y a pas eu un suivi sur une longue durée pour voir quelles sont les séquelles que cette maladie laisse. Mais il est sans doute que ça doit pouvoir laisser des séquelles. Les tests interdisant la pratique existent, mais il faut renforcer la vulgarisation, préconise l'avocate. Elle demande aussi de multiplier les campagnes de sensibilisation, surtout dans les zones frontalières du Bénin. La centrale d'achat des médicaments essentiels CAME reçoit 4 véhicules à moteur. C'est un don du Fonds mondial qui vise à aider la CAME à accroître ses performances. La cérémonie de remise de ces matériels roulants a eu lieu ce mardi. Brice Kibozo, Jérôme Ongo. 4 camions de type Renault 4x4, dont un véhicule frigorifique, pour un montant de près de 250 millions de francs CFA. C'est un appui du Fonds mondial pour accompagner la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux vis-à-vis du programme Santé de lutte contre le sida PSLS dans son volet distribution. Pour le PSLS, la CAME organise le transport et la distribution mensuelle des antirétroviraux et médicaments pour infections opportunistes vers 95 sites de prise en charge répartis dans tout le Bénin. Le transport et la distribution trimestrielle des intrants de la PTME vers 34 dépôts répartiteurs de zones sanitaires. Le transport et la distribution trimestrielle des réactifs et consommables de laboratoire aux sites bénéficiaires. Nous espérons, à travers ce geste symbolique d'aujourd'hui, que la CAME saura tirer grand profit de ces véhicules
et ainsi améliorer sa capacité d'intervention. Il s'agit pour la CAME de satisfaire les besoins des formations sanitaires en médicaments, mais aussi de préparer les préalables à la lutte contre la floraison des faux médicaments au Bénin. C'est un mal qui a pris du temps à s'installer. Et pour le vaincre, il faut des préalables. Et je crois que le geste de ce matin concourt à la réalisation de ces préalables. Car pour lutter efficacement contre les faux médicaments, il faut rendre disponibles les vrais médicaments sur toute l'étendue du territoire national. Mettez ces moyens pour nous aider à réussir cette bataille. Cela ne va plus durer. La rupture ne peut pas s'accommoder de la vente de faux médicaments dans nos marchés, au bord de nos rues. Outre les intrants financés par le Fonds mondial, les camions vont également transporter tous les produits de santé gérés par la CAME. La Jeune Chambre internationale Parcours Royal dévoile ses activités au titre de l'année 2017, placée sous le thème « Avançons dans l'impact ». Le plan d'action de ce mandat se focalise sur les actions à mener en faveur des populations du Septentrion. La cérémonie du lancement de ce mandat s'est déroulée en présence de Fede Baguado et Alexis Quenog. Au nom de la marraine, Madame Cécile Tossa, je déclare officiellement lancé le mandat du président Michael Nwati. Merci. Les activités du mandat 2017 de la Jeune Chambre internationale Parcours Royal viennent ainsi d'être lancées. Le plan d'action de la JCI Parcours Royal est composé en majeure partie de projets socio-communautaires estimés à plus de 5 millions de francs CFA. Je propose de mettre en œuvre 3 grands projets, à savoir un projet don de table, de 100 tables et bancs dans les communes de Ndali et Pereret, un projet de pose lampadaire solaire au rond-point Papini, un projet d'organisation d'émissions sur les chaînes de radio et télévision sur la découverte de la gestion Parcours. Le caractère social de ces projets séduit plus d'un et reçoit un accompagnement de taille. J'ai compris que vous êtes des jeunes qui sont là pour accompagner les communautés à s'épanouir davantage. Nous avons commencé et nous n'allons pas nous arrêter. Et déjà dans ce cadre, une opération de don de sang est organisée à la direction régionale de l'ORTB Parcours. Comme c'est une activité quand même pour sauver des vies, on en dit c'est très important. Il faut qu'on mobilise autant de collègues qu'on peut pour que ce soit une réussite. Cette activité vient renforcer le stock disponible à la banque de sang du CHUD Borgou. Et puis une campagne de collecte de fonds en vue de réhabiliter la bibliothèque du Collège d'enseignement général de Davier à Porto Novo. La dite campagne, baptisée Ma bibliothèque, j'y participe, une initiative conjointe de responsables de l'établissement et d'anciens élèves, a été lancée ce lundi à Porto Novo. Guillaume Avienou et Brice Thibozo. Des réunions de la bibliothèque du CEG, le Collège d'enseignement général de Davier à Porto Novo. Le nombre de livres ici n'arrive plus à couvrir les besoins de plus de 3400 apprenants. Alors, pour rendre les livres au programme plus accessible au grand nombre, mais aussi pour enrichir la culture générale des enseignants et élèves, les responsables du CEG Davier, en partenariat avec d'anciens apprenants, lancent le projet Ma bibliothèque, j'y participe, une campagne de mobilisation de fonds pour réhabiliter la bibliothèque de l'établissement. Le projet comprend 2 volets. Le premier est la mise en place de la bibliothèque physique et le second est la mise en place d'une bibliothèque numérique pour familiariser les élèves avec les outils modernes de recherche et de connaissance. Pendant les 3 prochains mois, les autorités de l'établissement devraient, à partir de ces tableaux conçus pour la cause, collecter des fonds. Y aura-t-il une place pour ceux-là demain, alors que les normes deviennent corsées en matière de passage en classe supérieure et d'accès au second degré? Agissons pour l'égalité des chances. Donnons un coup de main utile à notre collège, le CEG Davier, en participant à cette campagne de mobilisation des fonds. Les apprenants semblent aussi adhérer à l'initiative. Chacun d'eux devrait apporter sa contribution à partir d'une souscription de 100 francs CFA contre une carte donnant droit à l'accès à l'établissement
le jour où le point de la campagne sera rendu public. On reste dans nos écoles, un don de 50 tables et bancs au CG de Gbada, et cela en guise de soutien de l'association Inner Wheel Club Cotonou. Le geste vient du Rotary Club Cotonou Lagune. Les deux organisations ont fait œuvre utile en fin de semaine écoulée à Gbada, dans la commune d'Adjourou. Guillaume Avienou et Nokadande. Du mobilier pour apprenants devant le bâtiment Inner Wheel Club Cotonou au Collège d'enseignement général public de Gbada. 3 mois plus tôt, lors de l'inauguration du dit bâtiment, entièrement réalisé au profit de l'établissement par le club service Inner Wheel Club Cotonou, des responsables du Rotary Club Cotonou Lagune, présents à la cérémonie, s'étaient engagés à l'équiper. Une promesse tenue par ceux-ci en soutien aux membres de Inner Wheel Club Cotonou, une organisation caritative issue du Rotary Club Cotonou Lagune. Le Rotary Club de Cotonou Lagune, club parrain, vient en appui à l'initiative du Inner Wheel Club de Cotonou en mettant à la disposition du Collège d'enseignement général de Gbada, en guise de facilitation de sa mission, 50 tables et bancs d'une valeur de 1 300 000 francs CFA, et ceci pour conforter la maxime qui dit « Enseigner, c'est construire l'avenir ». Vous venez de poser un acte qui soulage nos peines. Imaginez, les faits s'endolorir sur les briques, et ceci pour obtenir quel résultat? Ce mois de février est considéré au Rotary Club Cotonou Lagune comme celui de la paix et de la prévention des conflits, un thème qui répond aux aspirations de l'organisation. En offrant ces tables et bancs, l'institution se propose en effet de participer à la construction de l'avenir des enfants de Gbada. Présentation de vœux des militants du parti politique Kapsuru, le Congrès africain pour le peuple, à leur président dimanche à Savet, une occasion pour le président Denis Obachabi et les siens de fixer de nouveaux objectifs pour l'enracinement du parti Iklero Gonosero et Alexis Kenom. Des retrouvailles pour se souhaiter le meilleur pour l'année 2017, mais aussi pour réaffirmer l'existence de Kapsuru sur l'échiquier politique national. C'est tout le sens de cette rencontre de Savet entre militants et responsables du Congrès africain pour le peuple Kapsuru. Votre déplacement de Savet est pour nous une grande fierté car le Kapsuru, c'est le parti des femmes. Nous vous rassurons donc de ne jamais vous abandonner et d'être au premier rang du front. Monsieur le Président, nous avons tous pensé que le Kapsuru était mort, mais les 3 dernières années ont démontré bel et bien son existence et l'ont sorti de son long sommeil. Pour l'atteinte des objectifs du Congrès africain pour le peuple, de grands chantiers sont annoncés par les responsables du parti. Il va être nécessaire que le parti reprenne son fonctionnement statutaire et organise la formation politique des militants et militantes à travers des universités de vacances. Cette année 2017, à la faveur de laquelle nous nous retrouvons ici en ce lieu pour nous formuler mutuellement les bons vœux, représente pour nous une année particulière. Nous devons nous préparer psychologiquement et être prêts à suivre les réformes qui s'annoncent en ce qui concerne la fusion des petites formations en de grands ensembles et partis politiques à l'instar des grandes démocraties dans l'intérêt de nos militants. Une exhortation du président bien reçue par les militants qui promettent travailler davantage pour l'enracinement du parti sur le plan national. Direction la France, en retrait de la vie politique depuis sa retraite, sa défaite donc à la primaire de la droite. Nicolas Sarkozy sera renvoyé en procès devant le tribunal correctionnel dans l'affaire de ses comptes de campagne de 2012. Reportage. Nicolas Sarkozy renvoyé en procès pour ses dépenses de campagne, mais l'ancien président peut faire appel de cette décision. En effet, un seul juge d'instruction sur les 2 chargés de l'enquête a signé l'ordonnance le concernant lui et 13 autres personnes. Ce juge, Serge Tournaire, reproche à Nicolas Sarkozy d'avoir dépassé sciemment de 22 500 000 € le plafond de ses dépenses de campagne en 2012. Parmi les autres prévenus figurent des anciens cadres de l'UMP, comme Guillaume Lambert et Jérôme Lavrieux.
ainsi que des dirigeants de la société Big Malion, chargés d'organiser les meetings pour le candidat de la droite. Tous sont soupçonnés d'avoir participé à la mise en place d'un système de fausses factures pour imputer à l'UMP 15 millions d'euros de dépenses pour des événements qui auraient dû figurer sur les comptes de campagne. En cas de procès, ils comparaîtront pour faux ou usage de faux, abus de confiance ou recel, escroquerie ou complicité, et complicité de financement illégal de campagne. Après Jacques Chirac, condamné en 2011 à 2 ans de prison avec sursis dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, c'est la 2e fois qu'un ancien chef de l'État est renvoyé en procès sous la Ve République. Et puis Donald Trump entame une bataille judiciaire avec son décret anti-migration suspendu par un juge. Le procès, le président des États-Unis doit défendre son décret qui empêche des milliers de personnes de rejoindre le pays de l'oncle Sam. Regardez. Quoi de mieux pour évoquer la lutte contre le terrorisme qu'une visite sur la base militaire de MacDill, le centre névralgique de la lutte contre le groupe État islamique. Donald Trump est venu promettre la victoire sur le terrorisme islamiste et jure que jamais le groupe État islamique ne prendra racine aux États-Unis. Et pour lui, ça passe forcément par son très contesté décret anti-immigration. Nous avons besoin de programmes forts pour que des gens qui nous aiment, qui veulent aimer notre pays et finiront par l'aimer, soient autorisés à entrer sur le territoire. Pas des gens qui veulent nous détruire, nous et notre pays. Faut lui répondre les ténors du Parti démocrate. Bien au contraire, ce type de décret met en danger les soldats américains sur le terrain. En tête de ce combat médiatique, mais aussi judiciaire, 2 anciens secrétaires d'État, Madeleine Albright et John Kerry. Ils font partie d'un groupe de personnalités démocrates qui a saisi la Cour d'appel de San Francisco pour lui demander de poursuivre le blocage du décret migratoire. Tout se joue dans la plus importante cour d'appel du pays où une audience est fixée ce mardi lors de laquelle les 2 parties pourront défendre leur position. En attendant donc, les ressortissants des 7 pays concernés peuvent poser le pied sur le sol américain. C'est le cas notamment de ces 2 frères yéménites expulsés ce week-end, seulement 2 heures après leur arrivée aux États-Unis. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 23h Héloïse Winato pour l'édition du soir. L'actualité, c'est aussi sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. L'ORTB passe sans vous.